Émile Ferris, la dernière fois que nous nous étions rencontrés, c'était à San Diego, au Comic-Con, où vous aviez obtenu un Eisner Award. Et donc, ça a été déjà une première consécration pour vous. Et que s'est-il passé depuis? C'était en juillet dernier. Vous êtes en janvier aujourd'hui à Angoulême. Que s'est-il passé sur ces derniers mois, après ces récompenses, ces tonnes d'articles, écrits sur votre travail? Que s'est-il passé ces derniers mois? Est-ce que vous avez réussi à vous remettre au travail ou est-ce que ça a été difficile d'atterrir, je dirais, après toutes ces gratifications? It's been really difficult to go back to work because of you guys, but it's been great. I mean, of course I'm grateful, but Alors ici, à Angoulême, la bande dessinée est partout, mais ce sont tous les genres de bande dessinée, des romans graphiques, du manga, du comics. Au Comic-Con, c'était tout à fait autre chose, et vous m'aviez dit que pour vous, c'était un spectacle, un show, avec toutes ces familles déguisées en super-héros, ces séries télévisées affichées partout dans la ville, et que vous vous sentiez un peu comme une étrangère. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience de confrontation avec l'entertainment américain? well, I try to forget about it. J'essaie d'oublier tout ça, à vrai dire, Because, parce que ces super-héros, c'était vraiment de trop, quoi. it was beautiful. C'était très beau. People invested all year in these costumes, Toute l'année, les gens préparent leurs costumes, hein. and I love them. Et j'adore ça, et ils ont adoré ça. Do you want to take your headset off when you're talking? Otherwise, you'll get kind of distracted. Sorry. Oh, yeah, that's helpful. Thank you. Poor little baby crying. Il y a un petit bébé qui est pas content. Elle est où? Elle est envoyée dehors, apparemment. Il n'y a aucun souci, ma petite. Voilà. Little monster. Un petit monstre. Moi, ce que j'aime, c'est des monstres, des petits. I join you, little monster. Je suis d'accord avec toi, petit monstre. It was really stressful. C'était très stressant, en fait. Je suis très, très, très timide, moi. Et c'était... Darth Vader came up to me. Darth Vader est venu me voir, il a essayé de m'étreindre et il a dit j'adore ton livre. Et c'était quand même bizarre, quoi. Et c'était bien aussi, c'était sympa. Oui, parce que Yes. Dark Vador, c'est un vrai monstre. Hein, donc s'il aime votre livre, c'était... Yeah, I don't know. It was crazy. The whole C'était thing was fou, tout était génial et fou. I'm very grateful for the experience. Mais bon, j'ai été ravie d'avoir cette expérience et d'avoir vécu ça. On va revenir sur, évidemment, la conception de ce livre. Alors, dont il faut rappeler que c'est juste un premier volume. Hein. Il y a un deuxième volume à paraître. You're reminding me of that? I know that. Tu me rappelles que je dois faire un deuxième volume ou quoi que j'en ai un? Non, c'est un enfer là, je suis dans le deuxième volume, deuxième tome. Yeah, they constantly say. Constamment, des gens me disent, I get people who ouais, les gens viennent me voir, qui me connaissent, je sais pas d'où même. Ils m'envoient des tweets et tout ça. where's my book? Où est mon livre? Ils disent, désolé. Combien de temps ça vous a pris de faire ce premier volume? If I divide it in half, Si je it's about le sépare en deux, c'était 4 ans et demi à peu près, grosso modo. it would be. Ce serait quoi? How are they knowing what I'm saying? Comment ils savent ce que je dis? Comment ils savent ce que je vais dire? How are they knowing what I'm saying? Comment ces personnes savent ce que je dis? Est-ce qu'il y a de la traduction écrite de quoi? Comment? C'est trop bizarre pour moi, ça. I don't know. I'm becoming French, right? Je deviens français parce que je comprends le français. About 2.5 years. 2 ans et demi. Cette histoire, elle vient de très très loin. Comment vous en avez eu l'idée initialement? Bien. Je pense que vous avez déjà fait ça, vous avez eu un rêve, quoi. Un songe. Ça me rend fou.
Ça me donne beaucoup de personnalités différentes, un peu schizophrène. Et une de mes personnalités, c'est français, et c'est juste dans le casque, et c'est trop. J'ai eu un songe, quoi. J'étais dans une classe d'écriture de script et j'ai rêvé un truc. J'ai rêvé d'un homme Frankenstein, un peu noir. Il a ouvert son impair et il a cajolé les petites filles. Je me suis dit, qui es-tu, monstre? T'es qui? Et j'ai commencé à réfléchir à qui c'était ces monstres et l'histoire m'est arrivée. Alors, c'est une histoire autour des monstres, mais pas seulement. Oh, I'm sorry. I'm supposed to be doing this, and I'm watching you. And I'm like, I'm supposed to understand you. Could you do that again? Oui, on va le refaire. What did he... C'était une histoire sur les monstres, mais pas seulement. Sur ces monstres, vous dites que vous avez été nourri de lectures horrifiques, de ce qu'on appelle les pulps, comme Tales from the Crypt, ou aussi Creepy. C'était des lectures que vous lisiez enfant, ce type de lecture horrifique à bon marché? Horrible, cheap, yeah. Pas cher, oui, et affreux. Yeah, I did. I mean, Oui, c'est vrai. I think horror Je pense que l'horreur, c'est notre façon d'accepter ce qui est horrible. Parce que c'est une façon facile d'avoir peur, mais de résoudre ce problème sans souffrance. C'est très sain d'avoir ces histoires d'horreur. Je pense à la Norvège et la neige morte. C'est la première fois qu'ils regardent en face leur collaboration avec des nazis. C'était affreux, c'était horrible. Et donc, ils traitent cette peur, la peur qu'ils ont à présent. Et on doit tous faire face à cette peur. Ils ont aussi à traiter leur passé qui les suit comme une histoire de fantôme. Et la plupart des trucs horribles sont des histoires qui viennent du passé, où on n'a pas reconnu de par le passé quelque chose d'affreux. Et aux États-Unis, on a les films Poltergeist, où alors il y avait un cimetière des Indiens, des Amérindiens qui reviennent. Donc, c'est ce cimetière d'Indiens qui anime cette colère et cette énergie affreuse. Bien sûr, on a nommé nos rues d'après des gens que l'on a tués. C'est un petit peu un souci, ça. Il faut faire face à ça à un moment donné. Et je pense que l'horreur nous permet de faire face à ça. Et je savais que c'était ce mécanisme que je voulais utiliser dans le livre pour faire face à des choses difficiles. Qu'est-ce qui vous plaît chez les monstres, puisqu'il y a on a par exemple, on avait parlé de ce film, La créature du Black Lagoon, je crois, qui faisait partie de ces vieux films des Américains, où la créature est amoureuse. C'était ça que vous vouliez faire ressortir de vos monstres, c'est-à-dire ce caractère profondément humain et en même temps différent? Oui, j'ai totalement identifié avec la créature, parce que quand vous êtes une jeune fille qui a des ressentis pour d'autres filles, vous êtes un monstre des marais, en fait. Et tu es interdit d'agir, en fait. Tu es une espèce différente des autres, en fait, dans ta tête. Tu es différente de tes amis. Donc j'ai complètement identifié avec cette histoire. Je pleurais pour ces créatures. J'ai tout compris quand j'étais jeune, quoi. Vous aviez des amis parmi les monstres, des monstres privilégiés, Dracula, Frankenstein. Quel type de monstre aussi sentiez-vous proche, outre la créature du Black Lagoon?
Je les adorais tous. Comment choisir un membre de la famille qu'on aime même plus qu'un autre membre de la famille? On les aime pour des raisons différentes. S'il fallait que je traite avec le fisc, ben je l'apportais avec moi. Si je devais traiter du fisc, avec le fisc, il vient avec moi. Vous n'avez pas un oncle qui fait peur un peu, qui fait un peu peur et qui viendrait avec vous. Tout le monde l'écouterait et vous serez... Ouais, vas-y avant toi. Précède-moi. Et Wolfman, peut-être pas tous les jours, mais à minuit, un loup-garou, c'est utile, quoi. Comment vous avez choisi de représenter justement la petite fille, votre héroïne, donc sous la forme de ce monstre, de ce loup-garou? Pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce monstre-là pour représenter cette petite fille qui est partiellement vous, mais pas tout à fait vous quand même? C'est peut-être un peu tard pour finir ça. Je faisais une anthologie sur la violence faite aux enfants et je me suis demandé qui j'étais comme gamine et pourquoi il m'a fallu 50 ans pour faire de la BD. Il y avait une raison pour ça, mais j'ai fait un dessin de moi même. C'était exactement comme une photo et j'ai regardé cette image. Je ne sais pas, quand j'avais 8 ans à peu près, j'ai entendu un bruit et il sciait mes crocs en fait. J'avais des crocs parce que je représentais l'ennemi. En fait, je suis allée chez le dentiste, ils ont scié mes dents qui étaient trop longues. Vraiment. J'ai fait un dessin de ces crocs dont j'étais si fière et c'est ce que j'ai adoré avec ma figure. Et c'était dommage de les perdre. J'ai regardé ce dessin et je me suis dit, tout le monde saurait que c'est Karen. C'est Karen, même moi, je savais que c'était Karen. Oui. C'est vraiment pas très éloigné comme idée. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Sur l'idée de la situation du livre, donc, qui se passe dans le Chicago des années 60, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'était votre vie ou la vie dans le Chicago des années 60 et pourquoi cet environnement vous a peut-être façonné et fait de vous la femme et l'artiste que vous êtes venue? Je peux vous parler d'un moment précis de mon histoire passée. On n'avait pas d'argent du tout. On était si pauvres, franchement. On mangeait des hot dogs tous les soirs. On n'avait rien d'autre. On habitait un vieux bâtiment. Je rendais visite à certains membres de la famille à Nouveau-Mexique et une des personnes m'a donné un manteau. Je n'avais pas de manteau pour Chicago. Si vous connaissez l'hiver en Chicago, c'est très très froid. J'avais ce petit vêtement et ma mère a cousu plein de broutilles, de bricoles, de fin, en fait, de rouleaux de tissu. Elle a cousu tous ces petits bouts sur le manteau et c'est devenu une veste complètement folle avec toutes sortes de motifs et de couleurs, des visages souriants, des fleurs et tout. Et les hippies, en fait, venaient me voir dans la rue et disaient « Ouais, man, c'est trop beau le manteau. » Et je faisais comme ça avec mes doigts. Et ça, c'est dans Chicago 60, quoi. Et il y avait aussi, moi j'avais le beau-frère d'une copine qui s'appelait Messi, et lui était d'extrême droite. Il a dit, c'est de la merde, ta veste, tu ressembles à la saleté. Et c'était un adulte. Hein. Il a dit, les hippies, c'est de la merde aussi. Je me souviens, je me promenais dans la rue et disais toutes ces choses dures, et je me suis dit, tiens, il y a une fracture là. Il y a des gens vraiment en colère de savoir qu'il y a quelqu'un qui a un tout petit peu de liberté d'expression.
Et peu de temps avant ça, j'avais vu des gens qui sortaient du métro et qui étaient ensemble parce qu'ils venaient du manif. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait sauf que de tenir un pancarte et quelqu'un, sûrement un flic, les a cognés dans la figure parce qu'ils manifestaient. Et c'était la vie, quoi. C'était nos vies. Et triste à dire. Triste à dire. Bon, la suite, quoi, maintenant. Vous êtes initié aussi, cette période-là correspond aussi à votre initiation à l'art. Sorry. This period also corresponds to Vous avez, dans le livre, mis en évidence l'importance pour Karen de cette découverte de l'art, qui correspondait aussi en même temps aux lectures, qui étaient les lectures populaires dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur vos premiers chocs esthétiques? Est-ce que vous pouvez en parler au musée, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Ah oui, ce tableau, il ne me permettait pas de le mettre dans le livre parce qu'il y avait des questions de droit d'auteur. C'est le village des sirènes, c'est Paul Villebon qui a fait ce dessin. Je me souviens, mon père, il me faisait visiter les musées. Il me poussait vers ce tableau. Et comment on pousserait un enfant à aller embrasser un oncle riche qui pourrait vous faire hériter plein de fric. Et bon, comme gamin, moi j'avançais vers la peinture, ce tableau. Et il fallait que je mette devant le tableau jusqu'à ce que je comprenne tout. Et mon père saurait quand j'aurais eu cette révélation par rapport à la signification de ce tableau. Et dans ce tableau, il y a toutes ces femmes qui sont devant les petites maisons sur la plage et elles portent de longues jupes. Mais si on regarde au fond du tableau, on voit des sirènes sur la plage et on se rend compte que ce sont toutes des sirènes qui ont ces vêtements qui les confinent. Et j'ai eu cette révélation parce que toutes ces sirènes ressemblaient à ma mère. Et je me suis dit, oups, c'est ça que c'est que d'être une femme et un homme. Entre les sirènes qui avaient des longues robes et qui étaient contenues par leurs vêtements, et les sirènes qui étaient sur la plage, qui étaient libres. Et lui, le monsieur, il porte une veste et un manteau, un chapeau, mais il n'aide pas des sirènes à avancer vers l'eau. Et je me suis dit, je pense que c'est ça que d'être un homme. Et j'étais tellement attristée. Je me suis dit, peut-être il faudrait que je repeigne ce tableau. Et je voulais le mettre dans le premier livre pour vous. Le tableau et la repeinture, ils m'ont pas permis de le faire. Donc j'attends. Je serai peut-être plus âgée quand j'aurai pouvoir réussir à mettre ça dans le livre. C'est comme ça. C'est là où je me suis rendu compte qu'un tableau pourrait être un énigme et pourrait aussi me raconter quelque chose qu'il fallait que je sache. Alors, à défaut de ce tableau, vous avez représenté le cauchemar de Fuseli. Vous avez représenté, à défaut de ce tableau, le cauchemar de Fuseli. Qu'est-ce qui vous parlait dans ce tableau? Pourquoi vous avez choisi en particulier de représenter, de reproduire et de redessiner ce tableau dans votre livre? Il y a tellement d'exemples ici, raisons. Une raison en particulier, Mary Shelley qui avait écrit Frankenstein par exemple, elle a entamé le genre de l'horreur. C'était une femme de 21 ans à l'époque. Et c'est une histoire qui a changé le monde d'une certaine manière. Donc cette peinture, c'est un peu proche de cette inspiration. Et cette version de tableau, à mon avis, s'est retrouvée à Detroit, aux États-Unis, qui renaît sans arrêt de la mort, cette ville. Et moi, je l'ai vu. Dans ma jeunesse, j'ai vu ce tableau à Detroit. Et j'essaie encore de comprendre ce tableau. Je me rappelle régulièrement
ce tableau, à chaque fois, je suis interpellé par quelque chose. Lorsque je vois des photos prises par des journalistes dans le monde avec du sang, je repense toujours à ce tableau. Et je ne sais pas pourquoi. C'est un tableau qui me parle vraiment. Dans le... Alors, vous disiez que c'est votre... I have to wait. It's fine. Vous disiez que c'était votre père qui vous ameniez au musée, que vous amenez au musée pour découvrir donc ces tableaux. Dans votre livre, c'est le frère de Karen qui l'initie à cette découverte. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce personnage qui est un personnage clé de votre histoire, qui est un personnage essentiel? Donc d'abord revenir sur ce personnage et puis ensuite peut-être on va revenir plus spécifiquement sur le dessin et peut-être sur le commentaire de cette planche. Mais d'abord peut-être revenir sur ce personnage. Comment vous avez eu l'idée de ce personnage et d'en faire un personnage vraiment clé de l'initiation de Karen en fait et de la découverte d'elle-même? Les mauvais garçons, en fait, pour moi, je les trouve fantastiques. Je trouve ça, ils sont super. On n'est jamais très sûr ce qu'ils vont faire la seconde d'après. Dans telle ou telle circonstance, c'est pas fantastique, ça c'est vachement drôle. Moi, je pense que c'est super. Et comme tous ceux qui ont du mal avec le côté sombre de leur nature, en fait, moi j'aime bien ça. Je voulais avoir un caractère masculin qui soit un peu adorable, mais aussi avec un cœur brisé quelque part. Il faut, dans ces circonstances, rester fidèle à ce que l'on aime malgré tout. Et je voulais avoir cette personne qui soit le frère. Et moi-même, j'ai des relations avec mon père, par exemple, qui était un peu ce genre de personne. Et des cousins aussi, qui étaient un peu des gens comme ça, qui étaient brisés par la vie, par d'autres histoires de la société, le fait qu'ils soient différents des autres, artistes, par exemple. Et je voulais pouvoir les intégrer dans ce personnage-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ouais. Les mauvais garçons. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur justement la manière dont vous concevez vos pages? Parce que ce qui a évidemment fasciné à la fois les lecteurs, ceux qui ont reçu le livre pour la première fois, c'était une sorte de grande claque esthétique parce que c'est un style presque, on peut dire, que vous avez inventé ici, c'est-à-dire cette manière de raconter une histoire, cette manière que vous avez de créer votre page. On le voit à l'écran. Comment vous concevez l'organisation de vos pages? Parce qu'il y a du texte, il y a une image, mais il y a aussi des images éclatées, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Comment vous organisez cela donc avant de la dessiner? Est-ce que vous la pensez? Est-ce que vous la voyez d'abord avant de la faire? Ou est-ce qu'elle se crée au fur et à mesure? C'est comme si vous conduisiez dans une ville où vous n'êtes jamais allé avant. Vous êtes au volant de votre voiture. Vous ne savez pas comment les rues sont organisées, mais vous pensez que vous allez trouver des lieux comme ça dont vous n'aurez jamais entendu parler. Donc il y a des carrefours qui vont vous interpeller, etc. Et moi, c'est un peu comme ça que je fonctionnais quand j'étais petite. Vous savez, comme je dessinais quelqu'un et hop, ça ressemblait à Abraham Lincoln. Et bon, je me dis, je partais là-dessus. Et je commençais à écrire c'était à partir d'une pomme de pin, et puis elle ressemblait à Abraham Lincoln, et puis je développais ça, et puis voilà, et la pomme de pin se réveille, en fait, c'est Abraham Lincoln qui se réveille, voilà ce qu'il fait, etc. Et cet enfant est resté en moi. J'écoute toujours cette voix qui parle en moi, celle de l'enfant qui avait ses aventures. Et sur le choix des outils, avec quels outils travaillez-vous principalement? Je sais qu'il y a le stylo bille, concrètement, c'est un outil que vous avez beaucoup utilisé, mais quels autres outils avez-vous utilisés donc, pour créer cet espace graphique qui peut être très déconcertant au premier abord, et puis ensuite dans lequel on plonge de manière complètement presque hypnotique?
Je suis heureuse de voir que vous ayez ce ressenti. En tout cas, j'utilise les outils qui sont à ma disposition. J'avais quoi? Des grands crayons, des stylos. J'ai fait des expériences aussi avec des légumes. Je voulais dessiner aussi avec de la poussière, de la terre. J'ai expérimenté dans mes carnets de travail avec un peu de tout. Dans ce qui scande un petit peu les chapitres, les différents chapitres de votre livre, fréquemment ce sont des couvertures. Alors ce sont souvent des couvertures imaginées ou fantasmées de revues qui n'existent pas, mais que vous créez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces couvertures? Qu'est-ce qui vous fascine au point que ça représente des moments finalement de pause importants dans votre livre? Je pense qu'il y a deux choses qui se passent en fait. J'adore faire ça. C'est sans doute la partie que je préfère dans les livres que je fais. C'est la chose la plus facile à faire qu'on peut balancer comme ça. Je sais déjà un peu. J'aime bien dessiner les choses effrayantes. J'aime tout ça, moi. Donc, pour moi, c'est un peu la soupape de sécurité que tu vois. Après ce rythme des pages qui se suivent, etc., j'en ai un peu marre, etc. Et hop, je me lance dans la couverture. Mais avant de me lancer dans la couverture, il faut que je réfléchisse à quel est le chapitre qui va suivre à tout cela. Qu'est-ce que j'essaye de faire passer comme message? Comment je vais peut-être préfigurer ce qui va suivre en illustrant cette page. Quel est le personnage, par exemple? Est-ce que Sam Silver, voilà, qui d'autre à côté, peut-être? Voilà. Dans votre histoire, donc on suit d'abord Karen. Donc on découvre sa relation avec sa mère, avec son frère, sa relation aux autres, à ses amis. Mais progressivement, le récit va basculer de manière assez inattendue, parce qu'on n'y est pas vraiment préparé, avec ce personnage d'Anka qui intervient, qui se donne la mort. Elle habite, je crois, juste au-dessus, hein, c'est ça, de Karen. Et là, le récit va basculer dans un autre espace-temps, pourrait-on dire, qui est la République de Weimar des années 20-30. Pourquoi ce choix, justement, de faire basculer votre narration? Parce que vous auriez pu rester sur l'histoire de Karen dans le Chicago des années 60. Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement intégrer cette histoire donc de la montée du nazisme, ce personnage d'Anka, survivante de la Shoah Une des choses pour les États-Unis pour lesquels on n'est pas très bon, c'est l'histoire. On n'est pas très bon en histoire, on n'est pas très fort en histoire, on n'aime pas trop ça, on n'aime pas trop en parler non plus. Et même, je dirais qu'à l'école, le sujet de l'histoire n'existe pas. Il y a les études sociales. Ce n'est pas de l'histoire à proprement parler. C'est assez exceptionnel parce que si on devait parler d'histoire, de quoi parlerait-on? Du génocide des Américains, des Indiens, etc. Et c'est des choses qui sont pertinentes aux conditions, au contexte de notre vie aux États-Unis, mais on n'est pas arrivé au point où on puisse en parler et de se confronter à cela. Donc, je suis dans le Chicago des années 60, mais ma mère relève sa manche et je vois les chiffres sur son bras. Pourquoi elle a ces chiffres sur son bras? Je suis enfant, je pose la question. Pourquoi Et le bibliothécaire, par exemple, qui était là, va dire, ben voilà, et il va expliquer l'histoire qu'il y a. Et ah bon? Et alors je suis complètement abasourdi. Et je me dis, moi je vis avec quelqu'un, et je pouvais lire ça dans ses yeux, et plus tard,
Elle emmenait ma fille, une bébé encore, elle la mettait sur ses genoux et elle se mettait à pleurer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait été à Ravensbrück, qui était le camp de concentration pour les enfants. Et pour moi, ces larmes, c'était de l'or. Je voulais vraiment les honorer. Et voilà, c'était comme ça que c'était venu. Alors, ça c'est l'histoire effectivement de la Shoah, mais vous avez décidé de remonter plus haut, c'est-à-dire de traiter de la République de Weimar et de la montée du nazisme. Et c'est là que vous placez la jeunesse d'Anka. Pourquoi ce choix de la République de Weimar? Je crois que c'est une période, je crois qui vous intéresse tout particulièrement dans l'histoire de l'Allemagne et puis dans l'histoire en général. J'essayais en fait de parler du traumatisme que l'Allemagne avait connu après la Première Guerre mondiale. On a toujours parlé, mais l'Allemagne a un traumatisme qu'elle a connu, un traumatisme que l'on ne prend pas en considération est dangereux. Il porte les germes de quelque chose de dangereux. Et en même temps, c'est une période de liberté. Donc, ces gens étaient entre un traumatisme de la Première Guerre mondiale et une certaine liberté. Et en fait, ils jouissaient de cette liberté. Et en même temps, la question c'est pourquoi ne pas continuer d'être plus libre et permettre aux gens, par exemple, de vous faire peur jusqu'au point de vous soumettre. Bon, on pourrait se poser la question avec Trump aujourd'hui. Donc peut-être que c'était un peu ce que j'avais en tête. J'avais pris un avion, j'avais cette question qui me hantait, si vous voulez, mais je n'avais pas pu me creuser à fond. Peut-être. C'était un peu ça, l'histoire. La République de Weimar a aussi généré beaucoup d'artistes. On pense au Bauhaus, Kandinsky, donc tous ces artistes. Est-ce que c'est aussi une période qui, du point de vue artistique, vous parle? C'est vrai qu'il y a des choses effrayantes. Tous ces gens qui étaient fantastiques en même temps. Il y avait Christian Sharp, par exemple. Il y a tellement d'artistes fantastiques. J'ai regardé la liste de tous ces artistes, ils étaient fabuleux. Et ils sont tellement à la fois déviants, tellement vrais. Et il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup dans leur travail. Et je savais que pour Karen, ce serait un support aussi. Parce qu'il y avait des atrocités qui étaient là en juin, mais elles sont arrivées. Et quand vous regardez ça, en tant qu'un enfant, je veux dire, c'est assez bluffant. L'histoire d'Anka, donc, Karen l'apprend avec des bandes, d'enregistrements, et qui remontent à son enfance, puisque Anka se confie sur son enfance. Son adolescence sont extrêmement dures, et où elle côtoie des personnages qui sont tout à fait étonnants. Et il y en a un en particulier, moi, qui m'a marqué, c'est le personnage de Schutz. Ce personnage qui va à la fois la protéger et qui en même temps a une relation, il est proche des nazis, enfin c'est un personnage qui est monstrueux, pourrait-on dire. Comment vous l'avez conçu, ce personnage? Parce qu'il est vraiment entre le bien, il bascule entre le bien parce qu'il protège Anka, mais c'est aussi une sorte de monstre absolu, puisqu'on s'imagine aussi que ça va être un partisan des nazis. Comment vous l'avez conçu, ce personnage-là en particulier, notamment du point de vue du bien et du mal, bien sûr? Une question complexe. Je pourrais peut-être me mettre en difficulté en répondant vraiment à cette question, mais je ferai de mon mieux. Qui n'a pas de gouvernement aujourd'hui? Les gouvernements, ils vous protègent, non? Mais en même temps, c'est un peu dangereux, parfois. Nous, on connaît cette situation aux États-Unis,
on peut vous tirer dans le dos parce que vous appelez la police et puis voilà, et vous ne savez plus qui est le perpétrateur du crime et vous vous retrouvez être la victime alors que vous et vous vous retrouvez exécuté parce que vous avez appelé la police pour sauver quelqu'un peut-être. Et donc le protecteur bénévole peut être bienveillant, peut-être parfois aussi dangereux. Et c'est une relation assez intéressante de pouvoir porter les deux visages. Et nous-mêmes, dans notre personnalité, on a les deux. Il y a les gens qui vous protègent, qui en même temps vous protègent des agressions extérieures. Et évidemment, donc le traitement de la Shoah en bande dessinée, quelqu'un l'a fait et en a fait son sujet principal, et quelqu'un, je crois que vous connaissez assez bien, qui est Art Spiegelman. Art Spiegelman, je crois, a été assez important dans la manière dont le livre a été reçu. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette relation que je crois vous avez eue avec Art Spiegelman, qui a été l'un des plus grands défenseurs de ce livre aux États-Unis? Ouais, c'est absolument fou de se dire ça. On a eu l'occasion d'avoir des conversations ensemble. Il faut à chaque fois que je me dise, ne réfléchis pas au fait que tu es en train de parler à Spiegelman. Simplement parle-lui. Parce que sinon, vous savez, c'est comme quand on est devant son idole. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, en tout cas, il a été vraiment généreux avec moi. Et c'est drôle, c'est absolument fou même. J'ai lu son livre et je me suis dit que c'était absolument magique. Je me suis dit, il faut que j'essaie de faire quelque chose. L'aspect négatif dans tout ce que vous faites, c'est que vous avez une partie de vous qui dit « Tu ne peux pas faire ça, vous savez. » Non, n'y réfléchis même pas, vous savez. Il y a toujours une petite voix qui vous dit ça parfois. Et moi, j'ai réussi à dépasser cette partie de moi pour écrire tous les jours. Donc, en tant qu'artiste, je sais ce que ça veut dire. Tous les jours, d'avoir à surmonter ce démon qui est là, ou cette voix qui est là, à vous dire « Non, ne le fais pas. » Qui me dit, ça n'est pas pour toi, ça n'est pas pour toi. Et donc, c'était une dure lutte. Et je me suis appuyé sur la magie de son livre. Et je me suis dit, moi, je suis différente, donc il faut que je puisse parler de ça, de manière différente. Et ma surprise, lorsque je me retrouve à Miami, à l'occasion d'un pique-nique, et Spiegelman est là. Et en plus, il aime mon livre. Bon, alors là, on est perdu en mer. Bon. Je crois que c'est... Je crois que vous avez raconté cette première rencontre dans une bande dessinée, alors qui n'est pas dans le livre, je crois, une bande dessinée inédite. Cette rencontre avec Art Spiegelman, je crois que vous l'avez raconté, et vous le décriviez, je crois, dans cette bande dessinée. Vous voyez ce monsieur, vous dites, il ressemble à un très bel intellectuel de la République de Weimar, si je me souviens bien, dans la bande dessinée. Vous pouvez revenir sur ce moment où vous l'avez vu, en fait, je crois que c'était à une petite réception, à un salon de bande dessinée. C'était, je crois, cette première rencontre que vous avez eue avec lui. Okay. I'm going to tell you the whole truth. So I was stealing food. I was like, I came to Miami. Bien, je suis arrivée à Miami et personne m'a dit qu'il y avait $100 pour moi dans le bureau. Donc j'avais un sac de noix de pécan. J'étais avec une copine et on volait des gens, on suivait des gens qui sortaient de la cuisine avec des plateaux. On disait, regardez là-bas, et puis on piquait de la bouffe, quoi. On piquait sur les plateaux parce qu'on avait tellement faim et on n'avait pas mangé, quoi, depuis 2 jours. Donc on a mangé des noix de pécan, mais franchement, c'était pas suffisant. Donc, il débarrassait de la nourriture. Et d'abord, j'ai rempli mon sac avec des mini tacos parce qu'on avait piqué ça. C'était franchement dégoûtant dans mon sac. Donc, j'ai quitté la salle avec plein de serviettes, plein de tacos et autres. Donc, j'avais comme un sac à dos que j'avais créé avec plein de bouffe. Et je suis fatiguée avec mon ami. On était fatigués. Et on s'assoit sur un truc. Et ce type, moi, je ressemble à... Je suis un peu plus propre maintenant, mais à ce moment-là,
j'avais l'impression, je donnais l'impression d'être SDF. Et je sais que c'est tous des auteurs parce que c'est une fête que pour des auteurs très connus. Et je transpire en fait, j'ai l'impression parce que je me trompe, quoi. Et je devrais pas être là. Le gars en face de moi, c'est Dean Haspel. Vous connaissez sûrement, mais moi je le connaissais pas, Dean Haspel. Et il dit, qui tu es, toi? Et il a cette attitude de bien. Ma pauvre SDF, je vois que tu voles de la bouffe. Il est un peu sympa, mais n'empêche qu'il y a un ton dans sa voix qui dit... Et je commence à transpirer à grosses gouttes et je me dis, je suis sûre qu'il va dire, allez, débarrassez-moi de ça. Et je dis mon nom. Et un truc bizarre se passe. Il s'arrête. Il me regarde. Il dit, oh mon Dieu, aïe, 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 incroyable, pas possible, oh putain, je peux pas croire que tu as écrit ce livre. Parce que regarde, t'as qu'à te regarder, franchement. Et tu regardes que la bouffe, hein? Donc il se tourne vers un autre, qui est un gars qui travaille pour Abrams dans Charlie. Et bon, je connaissais pas ce rédacteur. Et celui-ci, il se tourne vers un autre. Et c'est assez sombre, c'est la nuit, c'est près de l'océan, il y a des palmiers. Et ce type-là, le troisième, il met sa main à travers la table. Et là, je transpirais, ça goûtait sur la table. Il attrape ma main. Et c'est bizarre, mais c'était la main qui avait été paralysée par ma maladie. Donc, je protège un tout petit peu ma main. Il attrape ma main et quand on rencontre Françoise et Art, ils ont beaucoup d'affection et ils sont très câlins. Et je me dis, oh là là, j'ai pas l'habitude de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces câlins? Mais bon, ça va, tu peux réussir à supporter ça. Donc, il attrape ma main, Art, et il commence à dire tous les trucs sympas et j'oublie tout. Mais j'entends tout ça dans mes oreilles et j'étais complètement choquée. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, oh, ouais, elle a dit plein de trucs sympas. Et ensuite, j'ai fait une BD où dans cette BD, moi je suis là, au bord de ce truc. C'est l'océan en fait. Je vous jure. Je voulais juste disparaître dans l'eau, sous l'eau. Je ne savais plus où me mettre. Franchement, c'est ça. Art et Françoise. Il y a un aspect du livre aussi, vous l'avez déjà évoqué partiellement, c'est la sexualité. Donc, puisque Karen, donc, aussi, qui est une jeune fille, se pose des questions sur sa propre sexualité. Elle voit son frère, donc, qui est un mauvais garçon et qui est un grand séducteur. Il a un nombre de conquêtes absolument incroyable. Karen tombe sur lui parfois dans des situations un petit peu scabreuses. Pourquoi c'était si important pour vous de traiter justement de la construction de l'identité sexuelle dans ce livre? Vraiment un super très chargé. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez gamin et vous commenciez à découvrir la sexualité? C'était un pays nouveau de la Belge qui vous choquait en fait et ça vous attirait en même temps, ça vous repoussait quoi. C'est un lieu dans nos esprits et dans nos cœurs. C'est comme ça qu'on est programmé et c'est autre chose. C'est quelque chose de spirituel. On le sait tout. On sait tout ça, mais on ne sait pas l'accepter, surtout aux États-Unis. On vit avec le puritanisme et c'est complètement zinzin. Moi, ma chambre était au Mercure et il y a un tableau à la réception et il y a un saint. Et les Américains peuvent être choqués par ce saint seul. Si aux États-Unis, on mettait un tableau comme ça, il y aurait de gros problèmes parce que des gens... Il y aurait un post-it qui cacherait ce saint. Je suis sûre. Je suis totalement sûre de ça. Pour Karen, c'est la même chose que pour moi, peut-être pour vous aussi. C'est pour nous, tout ce qui est sexuel, mais on ne peut pas parler de notre sexualité parce que notre sexualité est différente. Donc, elle a
ces mêmes questions ou questionnements. Est-ce que ça va? Ça va? OK, tu me suis? Ça va? C'était, je ne sais pas si j'ai peut-être raté une partie spéciale de cette question. Concernant vous avez parlé de la sexualité qui est présente et qui est naturellement présente. Est-ce qu'il y a une dimension, vous en parliez au début, enfin vous avez évoqué cela au détour d'une réponse, la question politique dans le livre, puisque quelqu'un comme Hugo Pratt, par exemple, le dessinateur de Corto Maltese, disait que de toute façon, tout est politique et l'art est politique de fait. Est-ce que votre livre, il possède cette dimension-là? Et je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, la politique aux États-Unis, évidemment, ça prend une autre résonance. Dans le deuxième tome, ça devient plus politique parce que Karen commence à mieux comprendre la politique. Mais la politique, c'est qui a le pouvoir en fait? C'est qui prend les décisions? C'est ça la question. On voit ces questionnements réfléchis dans le fait de ce que c'est que d'être pauvre. Aux États-Unis, être pauvre, c'est vraiment affreux. Vous n'avez pas de soins médicaux, vous dans ce pourri, vous ne pouvez pas aller à l'école, même si vous êtes intelligent. Peu importe ce que c'est que ce rêve américain, la richesse est encodée et stratifiée, encodée. Nos écoles à bas niveau sont financées par des taxes, par les impôts. Si vous habitez un quartier sympa, les écoles sont bonnes. Si vous habitez un quartier pourri, les écoles ne sont pas bonnes. Et il y a une logique derrière parce qu'il y a un groupe de personnes qui prennent des décisions et que leurs enfants soient intelligents ou pas, ils veulent que leurs enfants soient en fait les directeurs du pays. Si j'écris sur Karen, c'est déjà un choix politique parce que j'écris sur une gamine qui a du talent, elle veut donner ce talent au monde, mais elle... Vous avez trouvé son carnet, mais vous la connaissez. Mais moi, j'ai 56 ans et vous ne me connaissiez pas, vous, quand j'étais jeune. Oui, ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens comme moi aux États-Unis où on fait du ménage, on fait tout ce qu'il faut pour survivre. Peut-être on a du talent, mais il n'y a pas forcément une façon d'atteindre son public. En France, vous avez vraiment accepté mon livre et je vous remercie. Mais aux États-Unis, il y a des problèmes parce qu'elle a que 11 ans. Ou je sais même pas ce qu'elle est, mais bon. Elle est jeune et confronte tous ces aspects de la vie. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout la sexualité dans le livre et ça les fâche. Et il y a beaucoup d'autres problèmes avec ce livre. Il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Mais tout est politique. Vous lisez ça, vous pensez à sa vie, elle est jeune gamine. Et dans la deuxième tome, le deuxième livre, elle voit les manifs. Vous voyez déjà Martin Luther King qui a été tué, assassiné. Savez-vous qu'il y avait un procès civil, et que dans ce procès, allez chercher ça. Donc, le procès civil autour de l'assassinat de Martin Luther King. Je sais tout ce que je peux dire, là. Je vais poser une dernière question pour ma part, avant de passer la parole au très nombreux public. Ce livre, vous dites que vous avez pris le temps qu'il fallait pour le faire. Alors, il a eu un succès considérable. Est-ce que, pour le deuxième livre, même si il y a forcément un peu plus de pression et d'attente qu'il n'y avait pas autour de ce premier livre, est-ce que vous avez décidé de prendre le temps qu'il faudrait, malgré les attentes, malgré la pression, pour le faire? Moi, je suis vraiment une salope pour ça. Mais je suis de Chicago, c'est déjà un petit peu juste. C'est comme quand quelqu'un d'Iowa vient à Chicago et commence à vous pousser. Ouais, allez, arrête de charrier. C'est une mauvaise idée de venir à Chicago, quoi.
Je suis une dame un peu paralysée, mais je peux vous donner un coup de pied au cul s'il faut. Je dis, foutez-moi la paix, pas vous. Mais à d'autres, j'ai envie de dire, foutez-moi la paix, quoi. Il faut que ça soit juste, il faut que ça soit correct. Une fois que j'étais si pauvre, ma fille et moi, on n'avait rien à bouffer et j'ai mis des haricots secs avec la mayonnaise. J'ai servi ça au dîner, c'est une erreur. Ne servez jamais des haricots secs avec la mayonnaise, c'est dégueulasse, c'est le truc plus dégueu que vous pouvez imaginer. Et on ne peut pas juste prendre une chose et le mettre à table et il faut le temps qu'il faut. Et donc, je veux que ce livre soit un bon plat pour vous, aussi bien réfléchi qu'il faudrait. Et ça, j'y arrive, mais il faut encore du travail. Et oui, je vais le faire correctement. Merci. Can I say a special thank you to you? Oh, I'm not going to do this. This is very confusing. Can I just really, really thank you, especially for what you've done by embracing the book? Because it is, whatever else happens and for the rest of this visit or eternity, that is the biggest gift an author can ever get. We work in total isolation. We have no idea if anybody's going to ever read the book or give a damn. And then the fact that you've really allowed yourselves to live in this place that I created for you is tremendous honor to me, especially because you're really fucking smart people. Oh, I'm sorry. You're really freaking smart people. And I very much appreciate, you have a tremendous literary tradition. It is renowned the world over. And so for you to have done this, to embrace Karen, I'm going to cry, is... Thank you. Alors, la parole... I know, I will. Dans la salle, donc levez bien haut la main et parlez, s'il vous plaît, assez fort, je crois que c'est ça, hein, il faut parler fort et distinctement pour la traduction, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, bonjour. Peut-être vous pouvez lever parce qu'on ne voit pas. Voilà. Bonjour, je voulais savoir s'il y a une adaptation au cinéma qui pourrait être prévue, si ce serait une chose qui vous plairait, et si oui, avec quel réalisateur? Oh, I'm really not supposed to talk about that. It's really contentious right now. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que Sam Mendes a, je crois, acheté les droits pour les adaptations. Ou il est intéressé. Moi, c'est... Well, I mean, the book has, I don't know. Here's what I can tell you, and that is that the book has sort of come to different people, and they're wonderful. I mean, people I admire so much. It's crazy. I can't even take it in, and they've said, really love it. Do not know how I would deal with this. This is so much. And so where is it now? Well, it's kind of in limbo, but the book is always sort of in limbo. Is it okay if it doesn't become a movie and it just lives in your mind? See, it's okay with me, but you know, we'll see what happens. They really talk a lot. You know, as soon as I say, hey, come on, little kid, we're going to get this done. Come on, it's great. Come with us, get this done. And then you don't hear from them. And you're like, okay, what happened to hey, kid? And then they're like, hey, no, we're still here, and we love you. We love you. You know, and that's how they talk to you. And you're like, okay.
And then, you know, I don't know. It's just really crazy. So I don't know what's happening. Hi, I'm going to talk in English if you want to, or in French, either way. American Horror is a lot of about preserving the status quo, and I saw in your book that the monsters are already existing, and it's sort of a controlled chaos. Is that voluntary to not create this space where the monster is the problem? Or was it more natural thing that was born out of your creative space? It's not clear, is it? I'm not sure I understand exactly what the question is, although I heard some things that resonate, but I'm probably missing it because I'm a little hard of hearing. So, sorry, I'm going to speak up. No. Most American horror is about preserving status quo, so the monster is coming in and breaks stuff, and then we kill the monster, so it's okay. And so your book is sort of the opposite of that. So I wanted to know if that was voluntary to be in the opposite of this tradition of, well, sort of conservative, like, yeah. Well, I mean, you know, as a kid, I would watch especially the Hammer films. Yeah. And the castle where Dracula was with those extremely hot Dracula brides. Yeah. I was like, I think I could be there. And I would want one of those brides, or maybe a couple, I don't know. Peut-être me contenter de certaines de ces fiancées du Dracula. Et je me suis dit, tiens, je pourrais habiter là parce que c'est cool et c'est une belle vie. Le château, il faut boire un peu de sang, mais de toute façon, il faut boire du sang. Et je voulais cette vie avec des chandeliers. Et c'était vraiment les amis comme ça. Je me suis dit, c'est la meilleure vie du monde. Ou bien loup-garou, d'autres bonnes options, des amis de la nature, et on hurle à la lune, on a tes copains, on se les arrache avec ses dents, mais de toute façon, quelquefois vous avez des copines qui sont salopes aussi, on les mord aussi, et voilà, on s'amuse aussi, mais on fait des choses ensemble, mais nous sommes des monstres, nous l'étions toujours. Et ça, c'est important maintenant. La Terre est malade. Et la Terre, c'est de là que viennent les monstres. Donc, ce n'est pas trop. On a peur des monstres, mais quand on y réfléchit, mais d'où vient le loup-garou ou les créatures des marécages. En fait, est-ce qu'il y a des choses qui meurent sur cette planète ou qui reprennent d'autres formes, comme un vampire? Non, on parle du processus naturel de la Terre. Et la Terre, c'est ce qu'un monstre. Les monstres, nous sommes des monstres sur Terre. Nous sommes primaires, nous sommes faits de chair, d'eau, nous sommes des prédateurs. Et alors, d'être le meilleur monstre que l'on puisse être, et ne pas faire de mal à qui que ce soit qui n'ait pas demandé à souffrir. D'accord, il y a des gens qui veulent qu'on leur fasse du mal. Bon, d'accord, on peut y aller. Mais s'il y a quelque chose, quelqu'un qui ne veut pas souffrir, on respecte. Et est-ce qu'on aurait pu faire une religion là-dessus? On pourrait imaginer non, personne n'a pensé. Parce que les religions, je suis désolé de le dire, c'est quand même un peu un exercice de pouvoir. Et les monstres, ils ont tout le pouvoir qu'ils veulent. Alors, les villageois sont les problèmes. Ce n'est pas les monstres qui sont le problème. Parfois, les monstres se font un peu détourner du droit chemin, peut-être, c'est vrai, mais est-ce que ça n'arrive pas à d'autres? Et donc, c'est la clé, c'est qu'on reconnaisse qu'on est soi-même des monstres, et puis, bon, les choses s'amélioreront ensuite. Hi. I'm from Finland. I don't speak French. Je viens de Finlande, je ne parle pas français, donc ça va être en anglais. Could you talk a little bit about the visual style of your book? Especially, I think one of the first rules they give you if you draw comics is that don't draw on those striped notebooks. Sur You did. Where did that come from? nodes de bande par-dessus les bulles, si vous voulez.
Ah bah, c'est vrai, c'est comme si vous aviez lu ma vie, c'est exactement ce que je fais. Je déborde. On n'est pas censé le faire. Et bien sûr, c'est là exactement, puisque on n'est pas censé le faire, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et quand j'étais petite, j'avais ce livre, il s'appelait, un livre d'enfant qui s'appelait Mon nom est le lion, et qui m'avait été donné par quelqu'un qui. Donc c'était sur un garçon Navajo. Et dans ce livre, le héros, on lui donne un petit carnet de notes et on lui dit, quand tu prends des notes, fais-le à l'envers. Parce que si vous regardez les lignes et que vous voulez, et ça devient comme une prison, ce sont des barreaux. Et donc il faut défier la prison des lignes et peut-être les coopter pour que ça construise quelque chose d'autre. Vous construisez quelque chose à partir des lignes qui sont... Et c'est une sorte de rébellion. Et c'est la seule rébellion que Karen puisse se permettre, en fait, dans l'histoire. Alors ça, peut-être qu'on va le développer dans un deuxième livre. De toute façon, point de suspension. Monsieur ? Alors, je crois que ça ne marche pas. Ça va? Bonjour. On parlait de versions We were talking about... L'année dernière, les Oscars, c'était La forme de l'eau de Guillermo del Toro qui a gagné. C'est un film de monstres des années 50, mais qui peut nous parler de l'actualité parce qu'il parlait de les minorités stigmatisées dans les années 50. Les films de monstres, les bouquins que vous avez fait aussi, c'est les monstres, mais ça peut avoir aussi une métaphore politique avec ce qui se passe maintenant, parce que vous êtes en train de faire, je ne vais pas vous demander quand vous allez finir, ni demander l'histoire. Mais est-ce que c'est vrai que vous allez un peu changer l'histoire de la monstruosité qu'imagine Karen avec ce qui se passe au niveau politique, parce que ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis, c'est monstrueux aussi. Est-ce que vous allez changer un peu la donne de ces monstruosités de Karen par rapport au pouvoir actuel aux États-Unis? Je suis tout à fait heureuse que vous ayez posé cette question. Néanmoins, je dirais qu'il y a quand même une réserve à cela. Je ne pense pas que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui soit monstrueux, parce que ce serait, en fait, c'est simplement villageois. Parce que je les vois le soir avec leur torche, ils reviennent de génération en génération pour la même chose. La nuit, on les a vus à Charlestown. C'est la mentalité des villageois, vous savez. L'autre, c'est l'autre qu'on va tuer. L'altérité qu'on ne supporte pas. Et c'est dans la nature humaine. Et je n'ai pas besoin de faire des références au monde actuel, politique des États-Unis, mais même si je comprends très bien votre commentaire. Mais ça a toujours existé. Ça n'a jamais disparu, cette mentalité. Ça n'est pas disparu parce que nous n'avons pas jamais eu de remords. Dans mon enfance, je jouais dans un parc à Waterpond. Il se trouve que c'est là où ils plantaient leur riz, cette tribu. Et ils sont passés dans l'oubli par la suite. Et moi, je jouais dans ce parc quand j'étais petit. Et personne ne parle de l'histoire de cette tribu d'avant. Moi, j'y jouais, mais on n'en parlait pas. Et donc, tant qu'on n'a pas l'expérience du remords dans un pays pour ce qu'on a fait, je ne pense pas qu'on sera libéré de ce poids. Donc Karen va se trouver certainement confrontée à cela. Bonjour. On a beaucoup parlé du moment où vous avez découvert l'art avec les premiers tableaux, et on a parlé de cette œuvre. Et je me demandais quel avait été votre parcours entre-temps, quelle avait été la place du dessin entre ces deux périodes. Enfin voilà, qu'est-ce que vous aviez fait? Est-ce que ça vous avait nourri dans ce livre par rapport à votre expérience de vécu? Voilà. Quelle était vraiment ma principale question, c'est la place du dessin en fait entre-temps. Est-ce que vous entreteniez un rapport de croquis à côté, vu que je ne connais pas du tout votre carrière? Voilà. Merci.
Lorsque vous parlez de deux périodes, c'est une question très intéressante. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par les deux périodes? Je veux juste dire, quand vous étiez enfant et que vous avez découvert, en gros, oui, voilà, votre parcours quoi, avant ce livre, parce que je ne sais pas si vous avez écrit des livres avant. J'ai cru comprendre que c'était le premier. Donc je me demandais, voilà, vraiment, qu'est-ce qui vous avait amené à ce livre, finalement, autre que le rêve, et voilà, et la place du dessin dans votre parcours jusqu'à maintenant. Voilà. C'est un peu complexe, donc je vais essayer de simplifier les choses, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que je vais me faire exploser la tête de mes interprètes si... donc, alors, je reprends. Quand je suis dans mon enfance, j'ai eu une sclérose multiple, et bon, vous voyez des enfants qui ils ont du mal à marcher. Il faut pour prendre quelque chose. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas marcher. Donc, à défaut de marcher, je dessinais. J'ai eu la chance. J'avais des parents artistes qui m'ont donné de quoi dessiner, du papier, des dessins, des crayons, etc. J'ai eu mon premier crayon peut-être à 6 mois, peut-être, pour compenser ce que vous en plaque. Donc, j'ai commencé à dessiner pour découvrir le monde parce que je ne pouvais pas le toucher. Et hier, j'étais interviewé et je dessinais en même temps que je répondais aux questions. Et j'ai dit, vous savez, c'était une révélation. Et lorsque je dessine des cheveux, c'est comme si je les touchais. Donc, c'est pour moi un moyen de transmettre cette magie du toucher à travers le dessin. Donc pour moi, pourquoi vous avez continué de le faire, pourquoi vous avez été, je sais pas, nettoyer une maison, etc., pour gagner votre vie, pourquoi ça vous a pris tellement d'années? En fait, moi j'ai travaillé toute ma vie. Chaque jour de ma vie, j'ai travaillé. Je revenais de mon boulot et je travaillais sur un projet, mais je n'ai jamais vraiment commencé un vrai bouquin jusqu'au moment où j'ai perdu l'usage de ma main. Vous vous rendez compte, hein, c'est le seul moyen dont je pouvais vraiment comprendre le monde, appréhender le monde. Je dessinais pour comprendre, et puis tout d'un seul coup, je ne pouvais plus dessiner. Et alors je me dis, bon, alors là, elle est peut-être partie pour toujours, ma main. Et je n'ai rien fait de particulier. Ma fille, peut-être aurait embauché un médecin pour traiter ça. Je n'ai jamais raconté l'histoire, mais bon, donc, on m'a donné. Et quand j'ai quitté l'école, on m'a donné $10 000, une sorte de bourse. Et moi, je me suis dit, je vais faire durer ces $10 000 aussi longtemps que je peux, et je vais commencer cette histoire. Et c'était des millions d'années avant, ça, si je peux dire. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est devenu comme un impératif. Peut-être que je me suis dit, un jour, je vais mourir. Je vais me dire que ça ne va pas se passer, que je vais avoir un truc de magie, vous savez, qui m'empêchera de mourir. Je vais renaître quelque part. Et si vous continuez à lire le livre, peut-être que vous ne mourrez pas, peut-être aussi, c'est vrai. En tout cas, je voulais faire rassembler tout cela pour faire une histoire. Alors, j'ai mis au mur, parce que peut-être que le public se demande que fait Jéricho sur l'écran. On avait discuté, je vous avais demandé ce que vous feriez en France, qu'est-ce que vous voudriez faire au cours de votre séjour en France, et vous m'aviez dit, j'aimerais aller au Louvre voir le radeau de la Méduse. Pourquoi le radeau de la Méduse en particulier? Pourquoi ce tableau-là vous parle tout particulièrement? C'est un tableau. C'est un peu l'histoire des migrants, des immigrants. N'est-il pas étrange qu'on voit ça dans un musée, que ce soit là autour de nous, dans tous les pays du monde, que ces migrants se trouvent en souffrance? Nous sommes confrontés à une crise avec des déplacements de personnes, des gens formidables. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Des gens qui sont déplacés par des tragédies, des horreurs au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc voilà, c'est là qu'on se trouve à ce point de l'histoire. Et je veux pouvoir
m'imbiber de l'obscurité de ce tableau. Je veux monter à bord de ce radeau de la Méduse, comprendre. Et ça va être là. Parce que c'est vrai que monter à bord de ce tableau, ça va être quelque chose, si je peux dire. Mais je travaille sur quelque chose qui, quelque chose sur votre musée dans votre ville, parce que ça m'a apporté beaucoup la possibilité de le dessiner. C'était extraordinaire. Non. À part le musée le musée d'Angoulême est fantastique. Non, vous ne me méprenez pas. Non, parce que mais donc je voulais parler du Louvre. Peut-être prendre une dernière question, si quelqu'un veut poser une dernière question à Émile Ferris avant de conclure cette rencontre internationale. Alors, vous pouvez vous lever, voilà, merci. Bonjour. Did your look change on the monsters over the years? Votre regard sur les monstres a changé au fil des ans, par exemple. En tant qu'enfant, vous aviez un certain regard, vous avez grandi, et peut-être vous avez essayé de les protéger plus, ces monstres. Est-ce que vous n'avez pas un peu une relation maternelle avec ces monstres? Est-ce que c'est ça? Est-ce que votre regard sur ces monstres a changé au fil des années? Oh. Oh, Mother of Monsters? Yeah, now I've gotten older. Je sais bien que j'ai vieilli un peu, donc c'est vrai, je suis peut-être plus la maman des monstres aujourd'hui. Vous savez, il y a ce jeune homme qui était venu à San Diego. Je ne dis pas un homme, je ne suis pas sûr que cette jeune personne, disons, qui est très beau, et en même temps timide. Et quand il s'était fait les ongles et il m'avait apporté un album des Trogs, ce groupe avec Wild Thing, et des magazines comme Eerie, et je l'ai pris dans mes bras et j'étais tellement honoré parce qu'il m'a dit que ça voulait dire beaucoup pour lui d'avoir quelque chose qui le représentait, et j'ai trouvé que c'était formidable. Oui, donc c'est vrai, il y a quelque chose un peu de ça. Dans ce que je faisais ce livre, je me disais, est-ce qu'il y a des mômes dans une famille évangélique qui ont peur de dire à leurs parents qu'ils sont différents de leurs parents de manière très importante, et si ils se trouvent à lire ce livre qu'ils ont eu à la bibliothèque et qu'ils peuvent tout d'un coup respirer. Ah, ça serait pas fantastique, ça, si on pouvait partager ce secret, qu'ils se sentent désormais plus seuls. Donc peut-être c'est vrai qu'il y a quelque chose de maternel. Merci Émile Ferris pour cette rencontre. No.